Alors, nos échanges ce matin, dans un premier temps, vont s'organiser autour de trois débats avec des binômes d'intervenants. Vous soulignez tout à l'heure le rôle des régions. On va commencer sur les réseaux urbains et les territoires, les villes moyennes dans l'espace régional. Et puis ensuite, nous aurons un deuxième temps de débat sur le diagnostic et la concertation, les fondements du projet. Et troisième temps, les métropoles et les villes moyennes, des intérêts convergents. Alors tout de suite, pour les régions, j'appelle Harold Huvar, qui est vice-président de la région Centre-Val de Loire et qui est également le président de la commission économique de l'association Région de France, et puis David Valence, qui est le vice-président de la région Grand Est, maire de Saint-Dié, en saluant la présence à ses côtés d'Elisabeth Delginini, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est la conseillère régionale déléguée aux villes moyennes du Conseil régional du Grand Est. Voilà, messieurs, prenez place. Pour ce premier temps de débat avec l'action donc des régions. Et quand on préparait le débat, Harold Huvar, vous me disiez, et ça c'est dans vos fonctions de président de la commission économique à Région de France, qu'au-delà des compétences qui sont celles des régions, il y a des actions volontaristes aussi, des conseils régionaux, et bien évidemment tout ce qui peut être fait dans la relation aux villes moyennes et aux interventions pour le développement économique. Alors oui, absolument. Je crois qu'il y a ici des élus de toutes les régions, donc on pourrait faire évidemment le tour. Aujourd'hui, il y a à peu près 3/4 des régions de France qui ont une politique d'aménagement du territoire un peu structurée. Il y en a qui considèrent que leur rôle, c'est d'investir sur les grandes métropoles, l'enseignement supérieur, les pôles de compétitivité mondiaux. Il y en a aussi qui, la nécessité faisant loi, ont le souci de pouvoir agir en appui des collectivités locales. C'est quand même une grosse majorité du lot, avec des modalités d'intervention très diverses. Il y a ceux qui contractualisent, et puis il y a ceux qui vont plus en bilatéral, projet par projet. Et il y a aujourd'hui très clairement deux tendances au sein des régions qui commencent à émerger très fortement. Il y a d'abord une conviction que, quel que soit le mode d'intervention, il faut agir beaucoup plus sur les villes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un débat sur les métropoles. Est-ce qu'elles ont des effets d'entraînement ou plutôt des effets de rupture? Est-ce qu'elles font pas un peu le vide autour d'elles? Est-ce qu'elles assèchent? Voilà, On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Moudenc. Absolument, mais la question se pose. Il y a quand même aussi du coup la conviction que les villes moyennes, elles n'exercent pas de concurrence réelle sur leur environnement, elles l'entraînent, elles ne l'aspirent pas, et donc agir sur les villes moyennes, c'est vraiment avoir un levier sur l'ensemble du territoire. Et donc ça se voit par exemple en matière économique. Je vois, moi, mes collègues qui sont de plus en plus sensibles aux questions de commerce de centre-ville. Ça n'est pas une compétence des régions. La loi NOTRe, dans sa grande sagesse, l'a attribuée aux communes. Je vois le ministre qui sourit. L'a attribuée aux communes et aux intercommunalités. En même temps, c'est aussi le rôle des régions d'arriver en appui. Moi, je vois beaucoup de collectivités qui demandent l'intervention des régions sur le commerce de centre-ville, l'idée que le foncier commercial, les loyers sont trop élevés, ça tue le commerce de centre-ville, il faut faire quelque chose. Toutes les communes n'ont pas les moyens de préempter et de relouer à des tarifs plus modestes sur le marché. L'argent de la région doit arriver en appui, et je vois à travers soit les foncières, soit les SEM, soit des dispositifs de soutien, de plus en plus de réflexion à cet égard. Et en région Centre-Val de Loire, quelle est votre méthode? Alors nous n'avons pas d'établissement public foncier, puisque nous sommes un peu près de nos sous, et donc on fait plus modeste. André Léniel peut en témoigner. Nous, l'idée avec François Bonneau, sur lequel on a travaillé avec la Caisse des dépôts et les services du ministère, c'est l'idée de renforcer les SEM pour pouvoir avoir des outils de portage sur le commerce de centre-ville, et que la région arrive en appui sur le déficit d'opération. En gros, préempter un commerce et le remettre sur le marché à un tarif qui soit plus modéré et qui permettent d'avoir un modèle économique. Ça coûte, on a fait, après 20 ans d'expérience sur le dernier commerce en milieu rural, on en voit à peu près le bout, ça fait à peu près 100 000 euros par commerce. Et donc on a cette volonté de mettre un certain nombre de millions, enfin nous, en tout cas dans la première année, 5 millions, pour combler ce déficit d'opération et permettre que dans
dans chaque ville moyenne, dans chacun des pôles de centralité qu'on a sur le territoire, il y a toujours au moins 1 ou 2 locaux emblématiques qu'on n'arrive pas à reprendre, qu'on n'arrive pas à aménager parce que le coût de mise aux normes, parce que les travaux, parce que le loyer. Alors, et ces locaux-là, c'est emblématique pour la dynamique de la ville. Des outils, des interventions sur le foncier et de façon contractuelle aujourd'hui pour la région Oui, alors ça, c'est quand même une des grandes revendications de Région de France. Région de France est une association qui a une certaine diversité. Elle parle d'une façon unique, mais elle agit de façon diverse. En tout cas, parfois, son action est plus nuancée que ses prises de position, et encore heureux dans certains cas. Mais nous, vraiment, il y a quand même quelque chose qui réunit tout le monde, c'est la volonté d'aller dans la contractualisation avec l'État, dans le soutien au territoire. Parce que le ressenti qu'on a, c'est que l'État a mis en place une enveloppe de décile qui complète la DETR qui est extrêmement utile. C'est le grand retour de l'État dans l'aménagement du territoire. C'est l'action des préfets. C'est l'action des préfets. Mais alors, il y a parfois, on découvre à chaque inauguration en fait, combien les préfets ont donné à tel ou tel projet. Et parfois, on a du mal à comprendre pourquoi tel projet a été soutenu et pas tel autre. Et on se dit que si à un moment donné, avant tout ça, tous les financeurs avaient pu se mettre autour de la table pour mettre sur place une stratégie, définir des objectifs partagés, un peu ce qui se fait avec les contrats de ruralité, d'une certaine façon, on aurait sans doute gagné en cohérence. Alors évidemment, pour nous, on aurait peut-être la contractualisation, ça nous freine dans notre capacité à aider certains amis politiques. Ça nous oblige même parfois à soutenir des adversaires politiques, mais au total, ça permet quand même d'éviter un certain sentiment d'incompréhension, et puis ça donne quand même de la lisibilité. On a l'impression que vous faites référence à des choses vécues là. Non, mais moi je suis tout jeune encore, mais j'observe quand même. Et franchement, une des grandes revendications, c'est ça, c'est d'avoir des contrats territoriaux qui associent les régions et qui permettent de mettre tous les financeurs autour de la table et de définir des objectifs et une stratégie. Alors bon, là on est complètement dans la logique du plan Action Cœur de Ville. David Valence, je le disais, vice-président de la région Grand Est, maire de Saint-Dié aussi, et donc vous êtes concerné à un double titre par le plan Action Cœur de Ville, avec là une région qui a changé de périmètre il y a peu de temps. Il y avait des dispositifs, il a fallu d'abord commencer par harmoniser toutes les interventions de cette grande région Grand Est à partir de l'historique qu'il y avait dans la relation aux villes moyennes. Oui, je crois qu'il y a dans ces régions fusionnées, il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans, il y a eu cette question de façon encore plus urgente et plus impérieuse de l'aménagement du territoire qui s'est posée à chacun de nous. Parce que les territoires qui résultent de ces fusions sont immenses. Le territoire de la région Grand Est, c'est plus grand que les Pays-Bas, avec une population supérieure à celle du Danemark. C'est d'actualité pour cet après-midi. Et donc, la question de faire cohésion, la question aussi d'installer la région dans un rôle d'aménageur du territoire, elle s'est posée à nous d'emblée, et je dirais de manière assez transversale, que ce soit dans les politiques d'aménagement du territoire classiques qu'il a fallu repeigner et réorganiser, avec la nécessité dans les dispositifs d'accompagnement des politiques d'investissement des collectivités territoriales de distinguer les bourgs-centres qui ont plus de 7 équipements structurants, c'est le réseau qu'on a choisi, et puis les villes moyennes dans lesquelles on finance un grand équipement structurant par agglomération dans un contrat que nous voulons non écrit, mais qui est de l'ordre de la confiance mutuelle. Et puis, mais ça se retrouve également dans la politique qu'on a définie en matière de transport, c'est ma délégation à la région. Et par exemple, la volonté que nous avons manifestée d'investir et de sauver les petites lignes qui assuraient la liaison entre les villes moyennes et les métropoles. Et c'est vrai aussi, effectivement, sur la reprise d'entreprise, qui est une problématique majeure dans notre territoire des villes moyennes, comme d'ailleurs de la densité médicale, où à chaque fois, cette intégration, cette réflexion ville moyenne, elle a fait partie de notre niveau de priorisation. Le constat qu'on fait, il est assez simple, c'est que quand on regarde notre pays, la France, on a seulement 3 villes de plus de 500 000 habitants. C'est très peu. Vous allez en Espagne, vous en avez 6, en Italie, vous en avez 5, en Allemagne, vous en avez 13. Alors nous, on regarde toujours de l'autre côté de la frontière, puisqu'on est la seule région frontalière avec l'Allemagne. On a 3 länders de l'autre côté.
Et donc la réalité métropolitaine en Allemagne est beaucoup plus marquée que chez nous. La caractéristique du territoire français, c'est au contraire qu'il est maillé de villes moyennes, comme le manteau des rois de France autrefois était semé de fleurs de lys. Et c'est dans ces villes moyennes que le sentiment républicain s'est ancré, s'est développé. Or, le constat qu'on faisait dans nos 37 villes moyennes, pardon monsieur le ministre, mais il y en a un tout petit peu plus que celles que vous avez retenues dans le programme, vous en avez retenu 24, c'est que globalement, dans nos 37 villes moyennes, on avait des problématiques relativement proches, y compris dans des villes qui se portent plutôt bien, comme la ville de Colmar, par exemple, dont le dynamisme est bien connu. C'est-à-dire cette question de la désertification commerciale, de la vacance des logements en centre-ville, le règne de la voiture, qui est difficile à envisager dans nos villes moyennes parce que pour nos villes moyennes, souvent, plus de 2/3 de la clientèle qui vient y consommer est issue des territoires qui sont immédiatement proches et nous n'avons pas les moyens de développer des moyens de transport de bon niveau, souvent avec la périphérie, qui soient des moyens réguliers. Donc ça se pose forcément d'une façon différente de celle des métropoles et on ne peut pas raisonner sur la place de la voiture dans les centres-villes des villes moyennes de la même façon quand on est à Beauvais que quand on est à Lille. C'est pas du tout la même problématique. Donc c'est un fil rouge qu'on a souhaité développer et finalement, je dirais que ce programme Action Cœur de Ville vient finalement nouer en gerbe un certain nombre de réflexions qui jusqu'à présent étaient plutôt éparses dans les différentes politiques qu'on menait, mais on est destiné et décidé à s'asseoir autour de la table pour prendre toute notre place, notamment, je le disais, dans l'accompagnement des managers de centre-ville, qui sont, alors pour les villes de plus de 20 000 habitants, qui était une réflexion naturelle, mais moi je pense aussi aux villes entre 10 et 20 000 habitants, qui font partie des villes moyennes. Certaines ont été retenues et qu'il faut pouvoir accompagner de manière peut-être un petit peu plus forte que pour les autres. Alors, cette journée est la vôtre et on ne va pas monopoliser la parole de ce côté de la salle. Vous avez aussi des questions, des interpellations ou des témoignages par rapport à votre relation aux régions aujourd'hui, à ce qui nous est présenté. Il y a de chaque côté de la salle des micros qui sont à votre disposition. Et il suffit de faire signe pour intervenir. Pour continuer, David Valence, la contractualisation, alors vous dites, elle est non dite, mais on fait en sorte d'irriguer ce tissu des villes moyennes du Grand Est avec au moins un équipement structurant qui va être une sorte de locomotive. Mais là, par rapport au plan Action Cœur de Ville, certes, vous avez souligné la politique de mobilité, de transport. Comment la région Grand Est peut également faciliter et aider vos collègues élus du bloc communal, maire et président d'Interco? Le constat qu'on fait pour ce qui nous concerne, c'est que dans beaucoup de villes moyennes, les problèmes se situent au niveau de l'ingénierie. Pour mener ce type de programme, on a besoin de compétences et on sait que les villes moyennes ne sont pas toujours bien armées pour les attirer, il faut bien le reconnaître, hein. Avec un haut niveau de compétences, parfois on se dirige plus facilement vers une métropole que vers une ville moyenne. Et donc il faut pouvoir offrir des conditions de travail qui soient des conditions attractives. Et puis on fait aussi le constat qu'en termes techniques, de capacité à structurer des équipes de bon niveau, nos villes moyennes ne sont pas toujours armées. C'est moins vrai des agglomérations et des villes importantes. Mais c'est sûr, pour le moment, c'est sur cette dimension de l'ingénierie, des recrutements des directeurs de projet, de la constitution d'équipes qui soient immédiatement opérationnelles dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, que nous avons décidé d'accompagner dans un premier temps les villes moyennes dans le programme Action Cœur de Ville. Et on sait que dans la partie de ce programme, dans la partie de son déploiement, le financement de l'ingénierie, ça n'est pas toujours le plus simple à faire passer, ni en termes budgétaires, parce que c'est de la dépense de gestion, et pour un certain nombre de villes moyennes, elles vont être désormais sous le regard, on l'espère, bienveillant de l'État dans l'évolution de leurs dépenses. Et puis, face à une assemblée communautaire, je sais que le ministre est très attaché à la dimension territoriale de ce programme, convaincre de recruter des experts, un chef de projet qui sera principalement mobilisé au service de la ville-centre. Ça n'est pas toujours le plus simple et on sait que quand on peut afficher en face
des financements de bon niveau, ça contribue parfois à déclencher et à convaincre dans les assemblées. Donc pour le moment, on est surtout mobilisé sur cette question de l'ingénierie, même si, je le disais, notamment sur les dimensions de la politique économique et de la redynamisation commerciale, on est en train de structurer notre accompagnement, ainsi que le président Rotner a eu l'occasion de le dire il y a quelques semaines à Lunéville. Importance de l'ingénierie de projet pour le développement local. Harold Duvar, vous insistiez sur la nécessaire contractualisation. Et c'est vrai que parfois aussi, dans la relation des régions et de l'État, on voit des dispositifs. Alors, vous parliez de la diversité des régions. Et bien sûr, elles ont mis en place des dispositifs souvent différents. Mais comment faire en sorte qu'ils convergent avec cette politique nationale et ce plan Action Cœur de Ville? Alors moi, je suis toujours d'accord avec David, qui par ailleurs est un ami, mais j'insiste aussi sur la notion de, et un ancien camarade par ailleurs, j'insiste sur la notion de l'argent quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes moyennes, beaucoup plus que les métropoles, sont dans des situations financières contrastées, avec des niveaux d'endettement parfois intéressants. Des ressources qui ne suffisent pas, compte tenu des charges de centralité, à assumer tous les équipements structurants qui rayonnent bien au-delà des périmètres de gestion qui sont les nôtres, et même quand on a une grande intercommunalité à sa disposition. Et donc la nécessité d'avoir des financements d'État qui soient coordonnés avec les financements régionaux, parce que du coup, ça permet d'atteindre des niveaux de subvention qui permettent de débloquer un très très grand nombre de projets. La nécessité aussi, et c'est très important, d'avoir des banques qui veulent bien aussi nous prêter. Et à cet égard, on ne peut que saluer sans cesse le rôle de la Caisse des dépôts, auréolé d'ailleurs du titre de Banque des territoires maintenant, ce qui nous rassure tous. Vraiment, on a besoin, c'est très très important, d'avoir cette mécanique-là. Et donc, je pense que dans cette salle comme ailleurs, tout le monde est aussi très très sensible à la notion de moyens supplémentaires qui, de la part des régions comme de la part de l'État, seront là et qui pourront débloquer derrière un certain nombre de financements. Et donc, il faut pouvoir le mettre dans la contractualisation. Il y a des réflexions aujourd'hui sur l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc on voit quelque chose émerger. Hier, moi je suis élu d'Eure-et-Loire. On a un député qui s'appelle Philippe Vigier qui avait déposé une proposition de loi en la matière. Il y a une pleine convergence de beaucoup d'élus sur l'idée que si on peut contractualiser, mettre tous les financeurs autour de la table et avant même d'engager les choses, travailler avec la collectivité, avec le porteur de projet, l'écouter pour voir comment aider et financer ces projets et l'inscrire dans une démarche formelle ou informelle, mais qui permettent de coordonner tous les financeurs, on est sûr de faire aboutir des projets, de relancer des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à démarrer aujourd'hui et qui demandent simplement à être financées. Et puis on a entendu votre message sur les déciles et la nécessité d'objectiver ces aides. Ce qui nous manque, c'est qu'en gros, on a des financements aujourd'hui, y compris d'ailleurs des financements d'État. On a des dispositifs d'ingénierie. L'objectif quand même, c'est de connecter tout cela et de faire en sorte que on puisse, sur chaque projet, mobiliser une ingénierie qui, derrière, mobilise des financements et qui permettent, dans une stratégie dont on a parlé, où tout le monde a pu un peu échanger sur ses priorités, qui permettent de faire avancer les choses. Ça, c'est... D'ailleurs, je pense que, globalement, ni les régions ni l'État ne peut plus aujourd'hui revendiquer le monopole de l'aménagement du territoire. Les régions, pas encore. Et d'ailleurs, je me demande si un jour ce temps viendra. L'État, certainement plus du tout, ou en tout cas pas seul. Donc vraiment, la vision moderne de l'aménagement du territoire, c'est le dialogue, la collaboration et la transparence dans l'action de chacun vis-à-vis des autres. Et puis, dans le cœur de métier des régions, il y a la formation professionnelle. Cet après-midi, on va reparler beaucoup de revitalisation commerciale, mais aussi de l'artisanat. Et les présidents de CCI France, comme de l'Assemblée des chambres de métiers et d'artisanat, insistent aussi sur la nécessité d'avoir des professionnels pour reprendre ces activités qui sont essentielles au territoire. Oui, dans ce que disait Harold, moi je vois deux choses assez importantes parmi d'autres. Il y a d'abord cette idée que peut-être en ne se mettant pas assez tous autour d'une table, dans le passé, on est passé à côté de grands investissements publics dont ont besoin nos villes moyennes. Et il faut bien oser le mot ici. L'objectif d'une politique comme celle-là, en tout cas je l'imagine, c'est aussi de faire un peu moins de saupoudrage et un peu plus de concentration sur des objectifs précis qui soient partagés par l'ensemble des acteurs et de l'assumer.
de dire, voilà, c'est un sujet majeur de l'aménagement du territoire, ce sont des mailles de ville où se noue le sentiment républicain, où il se développe, et donc il faut se coordonner et éviter de partir chacun sur des projets différents de collectivités ou dans des jeux d'acteurs locaux qui soient un peu compliqués. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut quand même se dire les choses. Il y a beaucoup d'élus dans la salle, mais une grande partie du succès de ces contrats qui seront signés avec les différentes villes, qui l'ont déjà été pour un certain nombre d'entre elles, dépendra des acteurs privés. Et donc de notre capacité à les convaincre de rentrer dans la danse. À ce titre, bien sûr, les chambres de commerce, les chambres des métiers sont importantes, mais on aura besoin aussi d'ingénierie et de l'appui de la Caisse des dépôts notamment, pour pouvoir convaincre des propriétaires locaux qui, aujourd'hui, parfois ont laissé se dégrader des logements et la vacance. Moi, je suis maire d'une ville où la rue principale a un taux de vacance commerciale relativement faible, à 6%. En revanche, le taux de vacance des logements est de 25%. Eh bien, ces propriétaires, si avec les dispositifs de l'ANA qui existaient déjà et qui sont très dynamiques sur notre territoire, avec les différentes politiques d'accompagnement qui existaient, n'ont pas réagi, il va falloir trouver des moyens de les réagir. Alors bien sûr, on a les OPAH classiques qui peuvent être un petit peu autoritaires, mais je pense que là où on a besoin de l'aide d'Action Logement, de la Caisse des dépôts, c'est de convaincre ces propriétaires, de convaincre aussi ces commerçants que ce programme est pensé pour eux et que c'est d'abord une chance pour eux. Je dirais que le maire, dans cette opération, dans l'idéal, il est le porteur de l'intérêt collectif et du destin de sa collectivité, mais il n'est pas le seul porteur de projet. Si on aboutit à une situation dans laquelle les seuls investissements qui sont accompagnés par ce programme sont des investissements publics, je pense qu'on sera passé à côté de quelque chose. Et donc, c'est vraiment sur cette question de l'initiative privée qu'il faut qu'on se concentre dans la manière dont on construit nos programmes. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Avez-vous des questions ? Oui, il y a une première main qui se lève et le micro qui va venir jusqu'à vous au deuxième rang de ce côté. Dans cette relation entre les villes et leurs intercommunalités et les régions, les conseils régionaux, vous vous présentez s'il vous plaît ? Oui, alors je m'appelle Marc-André Sabater, je suis maire d'une commune qui s'appelle Vire-Normandie, qui est en fait une commune nouvelle qui a été créée. Je vois Jacques Pélissard, on a souvent échangé ensemble sur cette commune, donc une commune nouvelle qui s'est créée le 1er janvier 2016, donc c'est une ancienne communauté de communes. Donc je voulais juste témoigner, donc la Normandie c'est une région avec un réseau de villes moyennes, 26 villes moyennes et petites, donc assez dense, et avec une particularité, vous le savez, c'est une région qui a beaucoup souffert et beaucoup donné pour permettre la libération de la France, donc avec un certain nombre de villes qui ont été détruites, dont celle dont je suis le maire. Donc 16 villes en fait qui ont été détruites lors ou en totalité ou en quasi-totalité lors du débarquement le 6 juin et les jours qui ont suivi. Voilà, je voulais simplement évoquer, alors à travers tous les sujets qui ont été évoqués, mais qu'on retrouve bien évidemment dans notre réseau de villes moyennes et aussi donc à Vire-Normandie, témoigner d'un programme spécifique de la région. Alors on n'est pas là en complément de la politique de l'État, on est bien dans un dispositif spécifique qui a été mis en place par la région Normandie sur les centres-villes reconstruits, donc qui a ciblé donc des problématiques qui sont identiques à l'ensemble des villes petites et moyennes de France, mais plus particulièrement sur l'habitat de la reconstruction, hein, donc, où on est confronté donc, au même sujet, la vacance de logement, le commerce, les espaces publics, enfin, tous ces aspects-là donc, ont été pris en compte sur un appel à projet spécifique qu'a mis en place la région Normandie. Hein, donc, clairement, on a eu l'honneur d'être lauréat de cet appel à projet, donc qui est clairement en complément de Action Cœur de Ville sur des problématiques qui sont identiques, mais avec une particularité, celle de villes nouvelles d'il y a 60 ans hein, et qui aujourd'hui ont un petit peu vieilli et donc qui accentuent en fait les problématiques. Pas toujours adaptées. Alors justement. Voilà. On en parlera cet après-midi avec le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie, M. Gall, et avec des problématiques et des actions très, très volontaristes de cette région Normandie. L'action sur le foncier, c'est ce que vous soulignez, messieurs. D'autres, voilà, une autre main qui se lève, deux autres mains qui se lèvent. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour. Vous présentez.
Oui, ça marche. Bonjour, Christophe Besson-Léo de l'Alliance Sens et Économie. Nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Je voulais juste Parlez témoigner. bien fort, qu'on vous entende. Allô. Voilà. Oui, merci. Christophe Besson-Léo, Alliance Sens et Économie. Nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif. Autrement dit, on est à la fois public et privé, puisque nos sociétaires sont publics et privés. Et je voulais témoigner juste dans le Grand Est, et par rapport à la problématique de revitalisation, l'enjeu que l'on voit sur Action Cœur de Ville, c'est de faire autrement de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et j'ai entendu parler de co-construction, un joli mot et aussi qui est porté par le CGET. Il y a dans le Grand Est une expérimentation qui a fait des résultats assez étonnants. C'est la transformation d'une ancienne base aérienne, la base aérienne 112 au nord de Reims, en microville 112, un projet de ville intelligente, de smart city et de ville inclusive. En l'espace d'un an, en ayant cette démarche de co-construction avec les acteurs publics, avec les acteurs privés, ce site qui était vacant depuis 2011 s'est réactivé en mettant autour de la table les financeurs publics, les financeurs privés, la région, le département, la communauté urbaine du Grand Reims, la préfecture qui joue un rôle essentiel dans ce dispositif de facilitateur, et puis des acteurs privés comme Schneider, comme Quant, comme des acteurs de l'immobilier qui ont vu une attractivité. Tout ça parce que justement les gens du territoire se sont mis autour de la table dans un dialogue constructif pour redonner un projet de développement territorial, à la fois en créant de la valeur économique et de la valeur sociétale pour le territoire. Juste témoigner de cette dynamique-là, qui est une autre manière de faire de la revitalisation. Merci beaucoup de ce témoignage, avec la nécessité de mobiliser effectivement des financements publics, des financements privés. Il y avait une autre main qui s'était levée, voilà, et le micro qui arrive jusqu'à vous. Et donc avec la multiplicité aussi des outils, vous parliez des SEM, là on parle des SIC, hein, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. À vous. Donc Michel Venot, maire de Cosne-Cours-sur-Loire, petite ville de France, hein, à côté de Sancerre. Tout le monde connaît Sancerre en France, hein, le Vignon. Donc nous sommes sur le Val-de-Loire, sur deux régions, à cheval sur deux régions, hein, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pendant qu'il y a deux représentants des régions, il est important que les régions coordonnent aussi leurs actions, hein, pour pouvoir nous accompagner dans nos projets, parce qu'on a quelques projets communs justement avec le Cher, notre voisin qui est dans le centre Val-de-Loire. Et la difficulté qu'on va rencontrer, c'est pour la mise en œuvre de nos projets avec les deux régions. Je pense que c'est pas qu'il y a un frein. Voilà, message, pensez aussi l'interrégional. Alors c'est bien ce qu'on a proposé à Monsieur le Préfet. Que les frontières administratives voilà, c'est ne faire soient pas un frein. un programme sur les régions interrégionales, pour certaines villes comme les nôtres. Alors nous, on est une ville de 10 500 habitants, et autour de nous, nous n'avons que des petits villages de 1000, 1500 habitants. Oui. Un bassin de vie de 50 000 habitants à peu près. Harold Duvar. C'est-à-dire, Cosne-sur-Loire, c'est vraiment la petite commune de 10 000 qui n'est pas numériquement, pour l'instant, une métropole ou une communauté d'agglomération, mais les choses sont en cours, et dont le périmètre d'influence est vraiment scié en deux, entre deux grandes régions. Et pourtant, elle est à 1 heure de toute agglomération, et il y a une grande difficulté à animer l'ensemble de ce territoire, et donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles elle a été sélectionnée, et ça fait partie des projets. Alors on n'a pas nous directement la main sur Cosne-sur-Loire, mais on lit la presse locale qui parfois déborde, et tous les grands volets, on a pris des contacts avec les régions voisines pour intervenir sur la chose. Il y avait aussi l'idée des bases aériennes. Bon, chacun ici a une base aérienne désaffectée avec des sujets de dépollution et autres. Non, le ministre Aurillac dit que c'est non. Bon, il y a des territoires un peu plus plats de Loire où il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut, mais il y a Frescati aussi, hein, qui est un très beau projet au sud de Metz. C'est un exemple du fait que sur certaines grandes emprises, on a su toujours se mettre autour de la table depuis très longtemps. L'idée, c'est de considérer les cœurs de ville comme l'équivalent d'une zone aérienne désaffectée, et de se dire que aussi sur ce périmètre-là, on est capable de coordonner des moyens d'action aussi puissants que ceux que l'État a inventés en son temps pour les restructurations des sites de défense. Et se donner les moyens du décollage. Alors, David Valence, des interpellations sur le foncier, sur également, vous êtes concerné par ce type de foncier d'ailleurs qu'on évoquait pour la Normandie. Oui, dans le Grand Est, on aura un sujet clé qu'Harold évoquait en pointillé, qui sera celle des friches industrielles et des friches commerciales aussi. Friches industrielles pour lesquelles on a, nous, un établissement public qui est compétent en Lorraine, sur le périmètre de l'ancienne région Lorraine, qu'il faudra, ce sera un enjeu, étendre à l'échelle
de la région Grand Est, et ce serait bien que ce soit à l'occasion du programme Action Cœur de Ville, que ça puisse être repensé, et pas un financement constant, si possible, qu'on puisse imaginer ce type de mobilisation sur nos friches, parce que en plein centre-ville, puisque l'industrie était en ville autrefois, on a encore pas mal de villes moyennes qui n'ont pas eu les moyens de mener à bien ce type de grande opération qu'on a retrouvé dans les métropoles. Je pense à Metz notamment, effectivement, y compris en centre-ville. Et la reconquête du foncier, c'est un enjeu. Et puis, pour évoquer ce que disait le collègue de Vire, effectivement, moi, dans ma ville, à Saint-Dié, qui est la seule ville de cette taille en France à avoir été incendiée par les Allemands en 1944, on a exactement les mêmes problématiques en termes d'habitat de la reconstruction. Et je voudrais dire, c'est peut-être une conclusion, qu'au-delà des mobilisations qu'on aura à construire ensemble avec les régions, avec les départements, avec Action Logement, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec l'État, nous aurons réussi si nous réussissons à changer le regard de nos propres habitants sur leur propre ville. Car aujourd'hui, il s'agit dans beaucoup de ces villes moyennes de redonner de la fierté aux habitants, la fierté d'être de là. Et trop souvent, dans l'imaginaire français, ces villes moyennes ont été perçues comme des espaces de conservatisme, où il n'y avait pas d'imagination, où il n'y avait pas d'innovation. Et je pense qu'à travers ce programme, on a l'occasion de montrer que ce sont des espaces d'innovation, ce sont des espaces d'imagination, pas de façon isolée, dans un lien fort avec les métropoles, mais que c'est aussi là que se pense l'avenir de notre pays et qui se construit. Merci messieurs. C'était donc cette première séquence sur les réseaux urbains et territoires avec des villes moyennes dans l'espace régional. On peut applaudir nos deux premiers intervenants.